Il y a 66 millions d'années, la Terre n'est pas un monde silencieux. Elle est pleine, elle est dense, elle est vivante. L'air est plus chaud que celui que nous respirons aujourd'hui, plus humide, plus lourd. Chaque inspiration semble chargée de vie. Les continents n'ont pas encore leur forme actuelle. Les océans s'étendent loin à l'intérieur des terres. Des mers peu profondes séparent parfois des régions entières. La planète est différente, mais elle fonctionne. Et au cœur de ce fonctionnement, une lignée domine. Les dinosaures. Depuis plus de 160 millions d'années, ils sont partout. Ils ont vu le monde changer. Ils ont survécu à des bouleversements climatiques, à des éruptions volcaniques massives, à des crises écologiques locales. Ils ne sont pas apparus fragiles. Ils se sont adaptés, encore et encore. À ce moment précis de l'histoire, ils ne sont pas simplement nombreux. Ils sont structurants. Ils organisent les écosystèmes. Ils déterminent qui mange quoi, où et comment. Le jour se lève sur une vaste plaine. La lumière traverse des forêts épaisses, des fougères géantes, des conifères anciens, des plantes à fleurs déjà présentes, mais encore jeunes dans l'histoire du vivant. Le sol est humide, marqué de traces profondes, des empreintes laissées par des troupeaux immenses. De grands herbivores avancent lentement. Ils se déplacent en groupe, leurs corps sont massifs. Leur rôle est essentiel. Ils mangent, presque sans arrêt. Ils transforment la végétation en énergie vivante. Là où ils passent, le paysage change. Les plantes disparaissent, puis repoussent différemment. Sans le savoir, ils sculptent la planète. À distance, une présence observe, invisible, silencieuse, un prédateur. Il ne se précipite pas, il attend, parce que chasser coûte cher, parce que l'échec peut être fatal. Même au sommet de la chaîne alimentaire, le danger existe. Les dinosaures carnivores ne sont pas des monstres incontrôlables. Ce sont des calculateurs, ils économisent leur énergie, ils choisissent leur moment. Ils frappent quand les chances sont maximales. Ce monde est un monde d'équilibre, fragile, dynamique. Rien n'est figé. Même la domination a un coût. Dans le ciel, des formes glissent, des ptérosaures. Certains sont petits, d'autres gigantesques. Leurs ailes sont faites de membranes tendues. Ils exploitent les courants d'air. Ils survolent les côtes, les fleuves, les plaines ouvertes. Ils cherchent des poissons, des carcasses, des opportunités. Le ciel n'est pas vide, il est partagé. Et plus haut encore, une autre présence, des oiseaux primitifs. Car oui, déjà certains dinosaures ont conquis le vol. Plumes, ailes, squelettes légers, les dinosaures ne sont pas une seule forme. Ils sont une famille immense. Certains courent vite, d'autres creusent, d'autres vivent en groupes organisés. Ils communiquent par les sons, par les postures, par les couleurs. Contrairement à l'image ancienne, beaucoup de dinosaures ne sont pas ternes. Leurs corps peuvent être colorés. Leurs plumes ou leurs structures cutanées servent à se reconnaître, à intimider, à séduire. La préhistoire n'est pas un monde muet, c'est un monde expressif. Si cette idée change votre vision des dinosaures, vous pouvez le dire en commentaire. Souvent, c'est là que le regard bascule. La nuit tombe, la chaleur diminue légèrement, mais le monde ne s'arrête pas. Les insectes prennent le relais. Les amphibiens sortent. Et dans l'ombre, des formes plus petites apparaissent. Des mammifères. Ils sont là, présents, mais discrets, petits, nocturnes, rapides. Ils vivent dans les marges. Ils évitent la confrontation. Ils survivent. À ce moment précis, rien n'indique qu'ils joueront un rôle majeur un jour. Tout semble stable, solide, durable. Le règne des dinosaures paraît inébranlable. Et c'est précisément ce qui rend la suite si difficile à imaginer. Le climat est chaud, relativement stable. Les ressources sont abondantes. Les dinosaures ont traversé des périodes bien plus dures. Ils ont survécu à des changements profonds. Ils sont robustes, adaptables. Ils occupent presque toutes les niches écologiques terrestres, des régions équatoriales jusqu'aux zones proches des pôles. La Terre leur appartient, mais aucun règne n'est éternel, même lorsqu'il semble parfait, même lorsqu'il semble équilibré. Car le danger ne vient pas toujours de l'intérieur du système. Il ne vient pas toujours d'un prédateur plus efficace ou d'une concurrence biologique. Parfois, le danger vient d'ailleurs, très loin. À cet instant précis, aucun animal ne le sait. Aucun dinosaure, aucun oiseau, aucun mammifère. La planète continue de tourner. Les jours passent. Les saisons s'enchaînent. Les écosystèmes fonctionnent. Le monde respire. Ce que nous observons ici, ce n'est pas la fin, c'est le sommet. L'apogée d'un règne planétaire, un monde complexe, organisé,
interconnectées. Chaque espèce dépend de nombreuses autres. Chaque disparition locale a des conséquences, mais le système tient encore. Pourtant, quelque chose se déplace dans l'espace, un objet silencieux, invisible depuis la surface. Il voyage depuis des millions d'années, sans intention, sans conscience. Il ne vise rien, il suit simplement une trajectoire, et cette trajectoire croise celle de la Terre. À ce moment précis, le monde préhistorique ignore totalement ce qui approche. Les dinosaures continuent de manger, de chasser, de se reproduire. Les oiseaux volent, les ptérosaures planent, les mammifères se cachent. La vie suit son cours. Si vous sentez que cette montée progressive vous plonge réellement dans l'histoire, vous pouvez vous abonner, non pas pour interrompre le récit, mais pour rester jusqu'au bout. Et si une question vous traverse, laissez-la en commentaire. Parfois, les meilleures réflexions naissent avant même que la catastrophe ne commence. Car ce qui va suivre n'est pas une simple scène spectaculaire, c'est une rupture, un basculement dans l'histoire du vivant, un événement qui va redessiner les règles du jeu. Mais pour comprendre la violence de cette rupture, il fallait d'abord voir clairement ce qui existait avant. Un monde puissant, dominant, riche, un monde qui semblait intouchable. Dans la scène suivante, nous quitterons la Terre, nous suivrons ce visiteur venu de l'espace. Un fragment de roche, un fragment de hasard, assez petit à l'échelle cosmique, assez puissant pour bouleverser l'histoire de la vie. Pendant que la Terre poursuit son rythme, quelque chose se déplace ailleurs, très loin, bien au-delà de l'atmosphère. Dans le silence presque absolu de l'espace, un objet voyage. Il n'a pas de nom, pas d'intention, pas de conscience. C'est un fragment de roche, un vestige de la formation du système solaire. Il existe depuis des milliards d'années, bien avant les dinosaures, bien avant les océans, bien avant la vie telle que nous la connaissons. Pendant des millions d'années, sa trajectoire n'intéresse personne. Il traverse le vide, il subit les forces gravitationnelles, il dérive, et lentement, presque imperceptiblement, sa route se courbe. À ce moment précis, la Terre est une planète prospère. Le Crétacé touche à sa fin, mais rien ne l'indique à la surface. Le climat est chaud, les glaces polaires sont limitées, le niveau des mers est élevé. Les océans absorbent la chaleur, les courants marins redistribuent l'énergie. Les continents, bien que séparés, abritent des écosystèmes riches. Les dinosaures occupent toujours le sommet de la hiérarchie biologique. Ils ne montrent aucun signe d'effondrement global. Les extinctions existent, mais elles sont locales. Rien qui annonce une crise planétaire imminente. Les plantes à fleurs se sont largement répandues. Elles nourrissent une grande diversité d'herbivores. Les insectes prospèrent, les pollinisateurs aussi. Les océans, eux, sont pleins de vie microscopique. Des milliards d'organismes invisibles produisent de l'oxygène, stockent du carbone, régulent le climat. Tout cela fonctionne ensemble. Un système complexe, interconnecté, stable en apparence, mais ce type de stabilité peut être trompeur, car il suffit parfois d'un seul facteur externe pour rompre l'équilibre. À cet instant, aucun être vivant ne lève les yeux vers le ciel. Même s'il le faisait, il ne verrait rien. L'objet est encore trop loin, trop petit dans le ciel, trop rapide pour être perçu. Il continue d'avancer. Sa vitesse est vertigineuse, des dizaines de milliers de kilomètres par heure. À l'échelle humaine, c'est inconcevable. À l'échelle cosmique, c'est banal. Ce qui rend cet objet dangereux, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son énergie. Une énergie accumulée par sa vitesse. Une énergie qui, si elle est libérée brutalement, peut transformer une planète entière. Mais pour l'instant, rien ne change. Sur Terre, un herbivore s'abreuve, un carnivore observe, un oiseau primitif se pose sur une branche, un mammifère se glisse dans un terrier. La vie continue. Si vous trouvez fascinant de penser que tout peut basculer alors que rien ne semble anormal, vous pouvez le dire en commentaire. C'est souvent cette idée qui rend l'histoire encore plus troublante. Les jours passent, les saisons s'enchaînent, la Terre poursuit sa trajectoire autour du Soleil, et l'objet lui aussi poursuit la sienne. Les deux chemins se rapprochent, sans intention, sans avertissement. Dans l'espace, il n'y a pas de bruit, pas de lumière dramatique, pas de signes annonciateurs, juste des trajectoires, des forces invisibles, des calculs que seule la physique comprend. Lorsque l'objet entre dans l'influence gravitationnelle de la Terre, sa route se précise. Il est désormais impossible de l'éviter. Mais la planète ne le sait pas. À la surface, les volcans existent toujours. Certains sont actifs,
Ils libèrent du dioxyde de carbone, du soufre, des particules, mais rien de comparable à ce qui s'apprête à arriver. Les dinosaures ont déjà vécu avec des volcans. Ils s'y sont adaptés. Ils ont survécu. Ils ne peuvent pas survivre à ce qui vient de l'espace. Car ce danger ne laisse aucun temps d'adaptation, aucune migration possible, aucune évolution progressive. C'est un événement instantané, à l'échelle de la vie. Encore une fois, tout semble normal. Et c'est précisément ce qui rend le moment suivant si difficile à concevoir. Si vous aimez cette progression lente, ce sentiment que l'inévitable approche sans que personne ne s'en rende compte, vous pouvez vous abonner. Cela permet à cette série de continuer à se développer dans ce format long et immersif. Et surtout, n'hésitez pas à commenter ce que vous ressentez à ce stade. Certains parlent cas de fascination, d'autres d'angoisse. Les deux sont légitimes. L'objet se rapproche encore. Il est désormais dans le voisinage de la Terre. Bientôt, il entrera dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, tout changera. Mais avant l'impact, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas seulement un choc. C'est une réaction en chaîne. Une succession d'événements qui vont se déclencher les uns après les autres. L'astéroïde n'est que le début. Dans la partie suivante, nous verrons ce qui se passe au moment précis où le ciel s'embrase, le moment où la Terre est frappée, le moment où le Crétacé prend fin. Le moment approche, sans annonce, sans avertissement. L'objet pénètre dans l'atmosphère terrestre, à une vitesse que rien sur Terre n'a jamais connue. L'air devant lui se comprime brutalement. La température grimpe en une fraction de seconde. Le ciel s'illumine, pas comme un éclair, pas comme un orage, comme un soleil nouveau, violent, éphémère. Sur des milliers de kilomètres, la lumière est visible, même en plein jour, même à grande distance. Ceux qui lèveraient la tête ne comprendraient pas. Ils n'auraient pas le temps, car l'événement se déroule trop vite. L'astéroïde ne ralentit presque pas. Il traverse l'atmosphère comme si elle n'existait pas. Et puis, il frappe. L'impact a lieu dans ce qui est aujourd'hui la région du Yucatan. À l'époque, une mer peu profonde recouvre la zone. Ce détail est crucial, car l'eau ne freine pas la catastrophe, elle l'amplifie. En une fraction de seconde, une énergie inimaginable est libérée, l'équivalent de milliards de bombes nucléaires. La roche se vaporise, l'eau disparaît instantanément, le fond marin est pulvérisé, un cratère gigantesque commence à se former, la Terre tremble, pas localement, globalement. Des ondes sismiques se propagent à travers la croûte terrestre, des volcans lointains sont secoués, des failles se réveillent, la planète entière ressent le choc. Autour du point d'impact, tout est annihilé, il n'y a pas de survie possible. Ni pour les dinosaures, ni pour les plantes, ni pour les océans. Mais la destruction ne s'arrête pas là. L'impact projette des milliards de tonnes de débris dans l'atmosphère, des roches, du soufre, de la poussière. Une partie est éjectée jusque dans l'espace, puis elle retombe, partout sur la planète. Ces fragments, chauffés à blanc, traversent le ciel. Ils embrasent l'atmosphère, ils déclenchent des incendies à l'échelle continentale. Les forêts brûlent, les plaines s'enflamment. Même les zones éloignées de l'impact ne sont pas épargnées. La nuit tombe, mais ce n'est pas une nuit normale, c'est une nuit de feu. Si vous imaginez cette scène et qu'elle vous semble irréelle, vous pouvez le dire en commentaire. Beaucoup de personnes ont du mal à concevoir une catastrophe de cette ampleur. Et pourtant, les traces sont là, dans les roches, dans les sédiments, dans l'histoire même de la planète. Les tsunamis suivent, gigantesques, des murs d'eau hauts de plusieurs centaines de mètres. Ils traversent les océans, ils frappent les côtes, ils pénètrent profondément dans les terres. Ils arrachent tout. Ils redessinent les paysages en quelques heures. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Après l'incendie, après le choc, après les vagues, vient le silence. Un silence étrange, car les débris dans l'atmosphère forment un écran. La lumière du soleil ne parvient plus jusqu'à la surface. Les jours passent. Le ciel reste sombre, les températures chutent, la Terre entre dans un hiver brutal, un hiver d'impact. Les plantes cessent de photosynthétiser, les chaînes alimentaires commencent à s'effondrer. Les herbivores manquent de nourriture, les carnivores manquent de proie. Les océans, eux aussi, s'assombrissent. Le plancton meurt, et avec lui, tout ce qui en dépend. L'extinction n'est pas instantanée, elle est progressive, implacable. Espèce après espèce, les dinosaures non aviens disparaissent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'un monde sans soleil ne peut pas les soutenir.
Si cette logique vous semble frappante, n'hésitez pas à la commenter. Comprendre pourquoi certains survivent et d'autres non est essentiel pour la suite. Les petits mammifères, eux, ont un avantage. Ils mangent peu, ils se cachent. Ils peuvent survivre avec des ressources limitées. Certains se nourrissent de graines, d'autres d'insectes. Ils traversent la crise. Les oiseaux aussi, dans certaines lignées, résistent. Pas tous, mais assez. Quand la poussière commence enfin à retomber, des mois, voire des années plus tard, la Terre n'est plus la même. Le Crétacé est terminé. Un monde s'est éteint, pas dans un bruit unique, mais dans une lente agonie déclenchée en un seul instant. Si vous êtes arrivé jusque-là, prenez une seconde et dites-le en commentaire. Parce que ce moment n'est pas seulement la fin des dinosaures, c'est l'un des tournants les plus importants de toute l'histoire de la vie. Dans la scène suivante, nous verrons les conséquences à long terme. Comment la Terre se reconstruit et comment, dans les ruines d'un monde disparu, un autre commence à émerger. Lorsque l'impact a eu lieu, la catastrophe n'a pas pris fin. Elle a changé de forme. Le choc a été bref, mais ses conséquences s'étendent dans le temps. La Terre ne se remet pas en quelques jours, ni en quelques semaines. Ce qui commence maintenant, c'est une période de transition brutale. Un monde ancien vient de s'effondrer, mais un nouveau n'est pas encore né. Les premières heures après l'impact sont dominées par le chaos, des incendies continuent de brûler sur des continents entiers. La chaleur accumulée dans l'atmosphère retombe lentement, mais les dégâts sont déjà faits. Des forêts entières ont disparu. Les sols sont stérilisés, les rivières sont chargées de cendres. L'air est irrespirable dans de nombreuses régions. La lumière du soleil reste bloquée. Les particules suspendues dans l'atmosphère forment un écran dense. Le jour ressemble à la nuit. Les températures chutent, pas progressivement, brutalement. La Terre entre dans une phase de froid qu'aucun grand animal n'est préparé à affronter. Les plantes sont les premières victimes. Sans lumière, la photosynthèse s'arrête. Les feuilles tombent, les graines ne germent plus. La base de presque toutes les chaînes alimentaires s'effondre. Les grands herbivores résistent un temps. Ils utilisent leurs réserves. Ils parcourent des distances inhabituelles à la recherche de nourriture. Mais les paysages ne répondent plus. La végétation ne repousse pas. Et quand les herbivores commencent à disparaître, les carnivores suivent. Non par faiblesse, mais par dépendance. Un prédateur ne peut survivre sans proie. L'extinction avance comme une vague lente. Elle ne frappe pas partout en même temps. Elle progresse, région par région, écosystème par écosystème. Pendant ce temps, les océans subissent eux aussi un choc majeur. La lumière ne pénètre plus dans les couches superficielles. Le plancton meurt, avec lui tout un réseau de vie s'effondre. Les grands reptiles marins disparaissent, les poissons déclinent, les récifs cessent de croître, les océans, autrefois riches, deviennent silencieux. Si vous prenez un instant pour imaginer une planète presque muette, vous pouvez partager ce que cela vous inspire en commentaire. Beaucoup de personnes ressentent à ce stade un mélange de tristesse et de vertige. Sur la terre ferme, quelques formes de vie résistent encore. Elles sont petites, discrètes, elles se cachent. Les mammifères utilisent les terriers. Ils évitent le froid. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Graines, racines, insectes résistants. Leur faible taille devient un avantage. Ils ont besoin de peu d'énergie. Ils peuvent survivre dans un monde appauvri. Certains oiseaux résistent aussi. Pas tous. Mais ceux qui survivent sont souvent les plus adaptables. Capables de voler vers des zones moins touchées. Capables de se nourrir de ressources variées. La sélection est brutale. Mais elle est réelle. Les espèces qui ne peuvent pas s'adapter rapidement disparaissent. Celles qui le peuvent persistent. Les mois passent, puis les années. L'atmosphère commence lentement à se nettoyer, les particules retombent, le soleil redevient visible, faible d'abord, puis plus stable. La température commence à remonter. Mais le monde n'est plus le même. Les dinosaures non aviens ont presque tous disparu. Un règne qui a duré des dizaines de millions d'années s'est éteint, sans combat final, sans héritier direct. Si vous réalisez l'ampleur de ce basculement, n'hésitez pas à le commenter, car ce moment change tout. Ce n'est pas seulement la fin d'un groupe d'animaux, c'est une réorganisation complète de la vie sur Terre. Les écosystèmes sont vides, ou presque. Des niches entières ne sont plus occupées. Et dans le vivant, le vide n'existe jamais longtemps. Dans ce silence, quelque chose commence à émerger. Pas encore visible, pas encore dominant, mais présent. Dans la partie suivante, nous verrons comment la vie se reconstruit. Comment les survivants profitent de cet espace nouveau.
Et comment, lentement, un autre monde commence à prendre forme. Lorsque la lumière revient, elle ne révèle pas un monde intact. Elle révèle un monde vidé, des paysages transformés, des écosystèmes brisés, des silences, là où régnaient des foules vivantes. La terre respire encore, mais différemment. Le soleil éclaire de nouveau la surface. Faiblement d'abord, puis avec plus de régularité. Les températures remontent lentement, inégalement. Certaines régions se réchauffent, d'autres restent froides plus longtemps. La planète sort de l'hiver d'impact, mais les cicatrices sont partout. Les sols sont pauvres, chargés de cendres, privés de nutriments essentiels. Les plantes mettent du temps à revenir, les premières à apparaître sont les plus simples. Des mousses, des fougères, des plantes capables de coloniser des terrains instables. Elles ne dominent pas, elles préparent, elles fixent les sols, elles retiennent l'humidité, elles ouvrent la voie. Progressivement, les plantes à fleurs reviennent, pas toutes, pas partout, mais assez pour relancer les chaînes alimentaires. La vie recommence par le bas, toujours, les insectes suivent, puis les petites vertébrés. Le monde se reconstruit, non pas en retrouvant son ancienne forme, mais en inventant une nouvelle. Les grands dinosaures ne reviennent pas. Leur absence crée un vide immense, un vide écologique. Et ce vide devient une opportunité. Les survivants ne sont pas les plus forts, ni les plus grands, ce sont les plus flexibles. Les mammifères, jusqu'ici confinés aux marges, commencent à explorer de nouveaux espaces. Ils sortent des terriers, ils s'aventurent de plus loin, ils expérimentent, certains deviennent plus grands, d'autres changent de régime alimentaire. La diversité explose. En quelques millions d'années, les mammifères occupent des niches autrefois inaccessibles. Herbivores, carnivores, omnivores, ils se spécialisent. Ils évoluent rapidement, portés par un monde qui ne leur impose plus la domination des géants. Les oiseaux, eux aussi, se diversifient. Ils exploitent le ciel, les arbres, les rivages. Ils deviennent les héritiers visibles d'une lignée ancienne. La planète n'est plus celle des dinosaures, elle devient celle des survivants. Si cette idée vous frappe, si vous réalisez que notre propre existence dépend de cette absence, vous pouvez le dire en commentaire. Beaucoup de personnes ressentent à ce moment un étrange mélange de gratitude et de vertige, car sans cette extinction, les mammifères n'auraient probablement jamais pris une telle importance, et sans cette ascension, l'histoire humaine n'aurait jamais commencé. La Terre, dans sa logique profonde, ne cherche pas à préserver. Elle transforme, elle teste, elle sélectionne. Chaque crise n'est pas une fin absolue, c'est une bifurcation. Un chemin abandonné, un autre ouvert. Mais cette ouverture a un prix. Des millions d'espèces ont disparu. Des lignées entières ont été effacées. La reconstruction ne compense pas la perte. Elle la remplace. C'est une réalité qu'il est parfois difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Si vous aimez cette manière d'explorer l'histoire de la vie sans simplification excessive, vous pouvez vous abonner. Cela permet de continuer ce travail en profondeur, scène après scène. Et si une question vous traverse l'esprit, laissez-la en commentaire. Parfois, une simple interrogation ouvre une réflexion qui dépasse le documentaire. La planète continue d'évoluer, les millions d'années passent, les continents dérivent encore, les climats changent, de nouvelles espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Mais une chose est désormais claire, le monde d'avant ne reviendra jamais. Les dinosaures non aviens appartiennent au passé. Leur règne, aussi long, aussi spectaculaire, s'est achevé. Non pas par faiblesse, mais par collision. Un événement rare, imprévisible, dévastateur. Ce que cette histoire nous apprend, ce n'est pas seulement la fragilité de la vie, c'est aussi sa capacité à renaître, différemment. Dans la scène suivante, nous prendrons du recul. Nous regarderons ce que cette extinction signifie pour nous aujourd'hui. Pourquoi elle nous fascine encore et ce qu'elle révèle sur notre propre place dans l'histoire de la Terre. Avec le recul, l'extinction des dinosaures ne se résume pas à un événement spectaculaire. Elle marque un changement profond, un basculement silencieux mais irréversible dans l'histoire de la vie. Lorsque les grands dinosaures disparaissent, la planète ne devient pas vide, elle devient disponible. Des espaces immenses sont soudain libérés. Des rôles écologiques entiers n'ont plus de titulaires. Des niches, restées verrouillées pendant des dizaines de millions d'années, s'ouvrent. Ce phénomène est fondamental, car l'évolution ne fonctionne pas sur la nostalgie, elle exploite les opportunités. La disparition des dinosaures n'est pas seulement une fin, c'est une redistribution.
Les survivants ne reprennent pas le monde tel qu'il était. Ils le transforment. Les mammifères, jusqu'alors secondaires, changent de statut. Ils ne sont plus de simples occupants discrets. Ils deviennent des acteurs centraux. Leur corps évolue, leur taille augmente chez certaines lignées. Leur cerveau se développe progressivement, leur comportement se complexifie. Ils explorent des stratégies nouvelles, vie sociale, soins parentaux prolongés, adaptation fine aux environnements variés. Ces transformations ne sont pas instantanées, elles prennent des millions d'années. Mais leur direction est claire. La planète change de visage. Les paysages se diversifient, les forêts évoluent, les prairies apparaissent dans certaines régions, les chaînes alimentaires se réorganisent. De nouveaux équilibres se mettent en place. Et au sommet, ce ne sont plus des reptiles géants, ce sont des mammifères. Ce changement nous concerne directement, car notre lignée prend racine ici. Sans cette extinction, les mammifères seraient probablement restés dans l'ombre. Petits, nocturnes, limités. Il est difficile d'imaginer des humains coexistant avec des dinosaures dominants. L'histoire ne s'est pas écrite ainsi. Elle a suivi le chemin ouvert par la catastrophe. Si cette idée vous donne le vertige, vous pouvez le dire en commentaire. Beaucoup ressentent à ce moment du récit une forme de paradoxe. Nous devons notre existence à une extinction massive, à une tragédie planétaire. Cela ne la rend pas moins tragique, mais cela lui donne un sens particulier. L'extinction des dinosaures nous oblige à repenser la notion de progrès. L'évolution n'est pas une montée continue, elle avance par à-coups, par rupture, par crise. Chaque stabilité est provisoire, chaque domination est temporaire, même la nôtre. C'est peut-être la leçon la plus dérangeante, car si les dinosaures, maîtres absolus pendant des millions d'années, ont pu disparaître, alors aucune espèce n'est intouchable, pas même la nôtre. Ce constat n'est pas pessimiste, il est lucide. La Terre n'est pas faite pour protéger une espèce, elle est faite pour expérimenter la vie, encore et encore. À chaque époque, les formes dominantes croient que leur monde est stable, durable. Les dinosaures n'avaient aucune raison de douter. Et pourtant, si cette réflexion vous semble actuelle, si elle résonne avec le monde d'aujourd'hui, vous pouvez la partager en commentaire, car l'histoire ancienne éclaire souvent le présent. L'extinction des dinosaures est devenue un symbole, pas seulement dans la science, mais dans notre imaginaire collectif. Elle représente la fragilité de la domination, la puissance du hasard, le fait que l'histoire du vivant peut basculer en un instant. C'est pour cela qu'elle continue de nous fasciner. Non pas parce que les dinosaures y étaient de grands, mais parce que leur disparition nous parle de nous, de nos certitudes, de nos limites, de notre place dans un monde qui nous dépasse. Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment cette extinction a façonné notre manière de comprendre la vie. Et pourquoi, encore aujourd'hui, elle reste l'un des événements les plus étudiés de toute la science. Avec le temps, l'extinction des dinosaures est devenue bien plus qu'un fait scientifique. Elle est devenue un repère, un point fixe dans notre compréhension de l'histoire du vivant, car elle montre quelque chose d'essentiel. La vie sur Terre n'est pas linéaire. Elle n'avance pas de manière continue vers une forme idéale, elle progresse par rupture, par effondrement, par renaissance. Chaque grande crise efface des possibilités et en ouvre d'autres. L'extinction de la fin du Crétacé est l'un de ces moments où le futur aurait pu être radicalement différent. Si l'astéroïde avait manqué la Terre, s'il avait frappé un autre endroit, s'il était arrivé à une autre époque, alors l'histoire aurait suivi un autre chemin. Ce simple constat remet en question l'idée d'un destin écrit. L'évolution n'avait pas pour objectif de produire l'être humain. Elle n'avait pas de plan, elle réagit. Elle compose avec les circonstances, et parfois ces circonstances sont brutales. Les dinosaures étaient adaptés à leur monde, ils n'étaient pas en déclin. Ils n'étaient pas condamnés par une faiblesse interne. Ils ont été éliminés par un facteur externe, rare, imprévisible, dévastateur. Cela change profondément notre manière de penser la sélection naturelle. Car tout ne dépend pas de la compétition, tout ne dépend pas de l'adaptation progressive. Parfois, le hasard a le dernier mot. Si cette idée vous interpelle, si elle vous semble à la fois fascinante et inconfortable, vous pouvez la partager en commentaire, car elle touche à quelque chose de très profond. L'extinction des dinosaures nous apprend aussi à être humbles. Elle rappelle que la domination n'est jamais une garantie, que la complexité n'est pas une protection absolue, que la puissance peut disparaître en un instant. Et cette leçon ne concerne pas seulement le passé lointain. Elle résonne aujourd'hui. Notre espèce a transformé la planète. Nous modifions le climat.
les océans, les paysages. Nous créons des déséquilibres rapides. Et parfois, nous oublions que nous faisons partie du même système. Un système qui peut réagir, un système qui a déjà connu des ruptures bien plus grandes. Comparer notre époque à celle des dinosaures n'est pas exagéré. C'est un rappel que la Terre ne promet rien. Elle permet, elle offre des fenêtres de stabilité, puis elle les referme. Si cette réflexion vous semble importante, vous pouvez vous abonner, non pas pour consommer un contenu de plus, mais pour continuer à explorer ces questions en profondeur. Et si une pensée vous traverse, laissez-la en commentaire. Ces échanges font aussi partie de la réflexion collective. L'extinction des dinosaures a longtemps été mal comprise. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu. Volcans, climat, maladies, il a fallu du temps pour accepter l'idée d'un impact extraterrestre. Et même aujourd'hui, la recherche continue. De nouvelles données apparaissent, de nouvelles nuances s'ajoutent. La science n'est pas figée, elle évolue comme la vie. C'est aussi l'un des héritages de cette extinction. Elle a façonné notre manière de faire de la science, de relier la géologie, la biologie, l'astronomie, de comprendre que la Terre n'est pas isolée, qu'elle fait partie d'un système plus vaste, exposé à des forces cosmiques. Ce regard élargi change tout. Il nous oblige à penser à long terme, à penser en millions d'années, à relativiser notre propre époque. Dans cette perspective, l'extinction des dinosaures n'est pas seulement une fin spectaculaire, c'est un miroir tendu à notre espèce. Il nous montre ce que signifie habiter une planète vivante. Il nous rappelle que la stabilité est une exception, que le changement est la règle, et que survivre n'est jamais acquis. Dans la scène suivante, nous conclurons ce voyage. Nous prendrons une dernière fois du recul, pour nous demander ce que cette histoire change dans notre regard. Et pourquoi, encore aujourd'hui, le jour où les dinosaures ont disparu continue de nous fasciner autant. Lorsque l'on prend encore plus de recul, l'histoire de l'extinction des dinosaures cesse d'être uniquement une histoire du passé. Elle devient une histoire sur la condition de la vie, sur ce que signifie exister sur une planète active. La Terre n'est pas un décor immobile, c'est un système vivant, un système traversé par des forces lentes et par des chocs soudains, des forces internes et des forces venues d'ailleurs. Les dinosaures ont dominé la planète pendant une durée presque inconcevable à l'échelle humaine. Ils ont connu des continents différents, des climats différents, des océans différents. Ils ont survécu là où d'autres lignées ont disparu. Et pourtant, ils n'étaient pas invincibles. Leur disparition ne remet pas en cause leur réussite évolutive. Elle montre les limites de toute réussite, car l'évolution ne protège pas contre l'imprévisible. Elle ne garantit rien, elle ne promet pas la continuité. Elle s'adapte tant que le cadre existe. Mais lorsque le cadre s'effondre brutalement, les règles changent. C'est une idée difficile à accepter. Nous aimons croire que la survie est liée au mérite, à l'intelligence, à la force, à la complexité. L'histoire des dinosaures nous rappelle que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la survie dépend de la taille, de la discrétion, de la capacité à attendre. Les mammifères n'ont pas survécu par supériorité. Ils ont survécu par opportunisme. Ils étaient petits, flexibles, peu exigeants. Ils n'avaient pas besoin d'un monde stable et lumineux. Ils pouvaient vivre dans les marges, dans l'ombre, dans l'incertitude. Si cette idée vous semble familière, si elle vous parle au-delà de la science, vous pouvez la partager en commentaire, car beaucoup y voient un parallèle avec d'autres formes de résilience. L'extinction des dinosaures nous apprend aussi quelque chose sur notre rapport au temps. À l'échelle humaine, cet événement semble appartenir à un passé inaccessible. Mais à l'échelle de la Terre, il est récent. 66 millions d'années ne représentent qu'un instant dans l'histoire de la planète. D'autres extinctions ont eu lieu avant, d'autres auront lieu après. La question n'est pas de savoir si la vie disparaîtra, mais sous quelle forme elle continuera. Et dans ce contexte, notre espèce n'est qu'un chapitre récent, un chapitre encore en cours. Nous observons l'extinction des dinosaures avec fascination, mais aussi avec un certain confort. Parce que nous savons que nous avons survécu, parce que nous savons ce qui vient après. Mais pour les espèces qui vivaient à cette époque, il n'y avait pas de suite. Il n'y avait que la disparition. Se rappeler cela permet de redonner une dimension humaine à un événement ancien. Non pas pour projeter des émotions humaines sur des animaux disparus, mais pour comprendre ce que signifie être une espèce parmi d'autres. Si ce regard vous aide à voir l'histoire naturelle différemment, vous pouvez vous abonner. Non pas pour accumuler des connaissances, mais pour continuer à changer de perspective.
L'extinction des dinosaures a aussi transformé notre manière de regarder le ciel. Avant, les astéroïdes étaient des curiosités, des objets lointains. Aujourd'hui, ils sont perçus comme des acteurs potentiels de l'histoire terrestre. Nous savons désormais que la Terre n'est pas isolée, qu'elle est exposée à un environnement cosmique, qu'elle peut être frappée. Et cette prise de conscience n'est pas abstraite, elle influence la recherche scientifique, la surveillance des astéroïdes, la compréhension des risques, la préparation à l'improbable. Encore une fois, le passé éclaire le présent. Il nous montre que l'impensable peut arriver et que l'ignorer ne le rend pas moins réel. Si cette réflexion vous semble importante, si elle vous pousse à regarder le monde avec plus de lucidité, vous pouvez la partager en commentaire, car ce type de discussion dépasse largement le cadre d'un documentaire. Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Nous verrons pourquoi cette extinction continue de nous fasciner dans la culture, dans la science et dans notre imaginaire. Et pourquoi, au fond, le jour où les dinosaures ont disparu nous parle autant de notre avenir que de notre passé. Il y a une raison pour laquelle l'extinction des dinosaures continue de nous fasciner. Ce n'est pas seulement à cause des dinosaures eux-mêmes. C'est parce que cette histoire met en lumière une vérité inconfortable. La vie peut disparaître brutalement, même lorsqu'elle semble solidement installée, même lorsqu'elle domine, même lorsqu'elle paraît indétrônable. Les dinosaures ne savaient-le pas qu'ils vivaient les derniers jours de leur règne. Ils n'avaient aucun signal, aucune alerte, aucune anticipation possible. Et cela rend leur disparition encore plus troublante, car cela signifie qu'aucune espèce ne peut savoir si son monde est durable. Nous aimons croire que comprendre donne le contrôle, que la connaissance protège, mais l'histoire du vivant montre autre chose. Elle montre que le hasard, les événements rares et les forces extérieures jouent un rôle décisif. L'astéroïde n'avait pas de cible, il n'avait pas d'intention. Il n'a pas frappé pour punir ni pour corriger. Il a frappé parce que les trajectoires se sont croisées, c'est tout, et cette simplicité est peut-être la partie la plus dérangeante. Si cette idée vous fait réfléchir, vous pouvez la partager en commentaire. Beaucoup ressentent à ce moment précis une forme de vertige, car elle remet en cause notre besoin de sens, notre besoin de raison. L'extinction des dinosaures nous rappelle aussi que la Terre ne fonctionne pas à l'échelle humaine. Elle fonctionne sur des millions d'années, sur des cycles longs, sur des processus qui nous dépassent. Nous sommes tentés de croire que notre époque est exceptionnelle. Et elle l'est à bien des égards, mais elle s'inscrit dans une continuité. D'autres mondes ont existé avant le nôtre. Ils semblaient stables, ils semblaient définitifs. Ils ont disparu. Et d'autres mondes existeront après, sous des formes que nous ne pouvons pas encore imaginer. Cette perspective n'est pas pessimiste. Elle était réaliste. Elle invite à l'humilité, à la responsabilité, à la conscience de notre fragilité. Les dinosaures ont dominé la Terre sans la détruire volontairement. Ils faisaient la partie des équilibres naturels. Nous avons la capacité de comprendre les conséquences de nos actions. C'est une différence majeure. Comprendre l'extinction des dinosaures, ce n'est pas seulement regarder le passé. C'est interroger notre présent et peut-être notre avenir. Si cette réflexion vous touche, si elle vous accompagne au-delà de cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Non pas par habitude, mais pour continuer à explorer ces questions fondamentales. Car la science n'est pas seulement une accumulation de faits, c'est une manière de regarder le monde, une manière de se situer dans l'histoire longue. L'extinction des dinosaures nous apprend aussi que la vie est incroyablement résiliente. Elle ne s'arrête pas à une catastrophe, elle se transforme, elle se réorganise, elle trouve de nouvelles voies. Après la disparition des géants, d'autres formes ont émergé, plus petites, plus discrètes, plus adaptables. Et parmi elles, bien plus tard, nous. Cela ne nous rend pas supérieurs. Cela nous rend responsables. Responsables de comprendre ce que nous héritons. Responsables de reconnaître que nous sommes le produit d'un monde fragile. Si vous avez suivi ce documentaire jusqu'ici, prenez un instant et dites-le en commentaire. Parce que ce voyage à travers le temps n'est pas anodin. Il relie la préhistoire, la science et notre propre existence. Il nous rappelle que le monde peut changer très vite, que ce qui semble éternel ne l'est pas, et que chaque instant de stabilité est précieux. Le jour où les dinosaures ont disparu n'est pas seulement un souvenir lointain, c'est un avertissement silencieux, un rappel que la vie n'est jamais acquise, et que comprendre le passé est peut-être l'une des meilleures manières de préparer l'avenir. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter et de réfléchir. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, un regard nouveau, une question ou simplement un moment de calme, alors elle a rempli son rôle.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire ce que cette histoire vous laisse. Car parfois, les réponses ne sont pas dans la science seule. Elles sont aussi dans ce que chacun ressent face à l'immensité du temps.